parler de son parcours, mais principalement de son dernier ouvrage, Un homme dangereux, qui va être lancé officiellement le 5 juillet 2022. Donc, Groupe littéraire tient à remercier ces 3 éditions qui nous reçoivent aujourd'hui et nous remercions tous qui avaient fait le déplacement. Donc, Un homme dangereux, c'est un recueil de nouvelles de 111 pages qui contient environ 4 nouvelles. Donc, avant de parler en long et en large du livre, je vais demander à l'auteur de revenir un peu sur son parcours parce que je pense que tout parcours d'écrivain va inspirer les jeunes auteurs qui également rêvent d'écrire. Et bonsoir et vraiment heureux d'être encore à Refrain littéraire et parler de mon parcours. Et ce que je dirais premièrement, c'est que je n'ai jamais pensé que j'allais faire une carrière d'écrivain. Mais tout jeune, j'aimais lire et l'écriture était pour moi un violon dingue. J'avais 12 ou 13 ans, je remplissais mes cahiers d'écolier avec des récits, des petites nouvelles. Mais c'était simplement pour moi un violon dingue. J'aimais tellement lire, j'étais tellement plongé dans l'univers de différents auteurs. À un certain moment, je me suis dit, j'allais créer moi-même mes propres personnages, mon propre univers, mes propres situations. Et je m'amusais ainsi à noircir mes cahiers d'écolier. J'ai fait mes études secondaires au Collège canado-haïtien, j'ai fait des études d'agronomie, mais jamais j'avais eu en tête de devenir un écrivain. J'avais jamais eu en tête de publier un livre. L'écriture était simplement pour moi un violon. Et c'est, je pense à ma 2e année à la faculté, à un certain moment, mon père ne se préoccupait pas trop de ce que j'écrivais, même s'il était professeur d'histoire, professeur de littérature. Et je ne sais pas comment, brusquement, il s'est intéressé à ce que je faisais. Et puis il s'est dit, j'ai mon ami qui est directeur général d'un quotidien, à l'époque c'était le Nouveau Monde, il m'a dit, peut-être bien qu'il serait intéressé à publier l'une de tes histoires. Et c'est ainsi qu'il m'emmène, c'était à cette époque Roger Gaillard, qui était un historien bien connu à l'époque. Et puis il m'emmène voir Roger Gaillard, et c'est ainsi que brusquement, j'ai commencé à publier chaque semaine une nouvelle dans un quotidien de la capitale. Et c'est comme ça que je m'amuse à publier chaque semaine un conte, une nouvelle, mais vraiment sans avoir en tête de devenir écrivain ni d'être publié vraiment. Mais ce qui arrive, c'est que les gens ont commencé par s'intéresser à ce que je faisais, tu vois. J'ai continué mes études d'agronomie et à un certain moment, on m'a demandé, mais pourquoi tu ne publies pas tes nouvelles? C'est ainsi que j'ai publié un premier recueil de nouvelles qui s'intitulait Symphonie pour demain. Mais malgré la publication de ce recueil de nouvelles, je n'avais pas du tout en tête l'idée de devenir écrivain. J'ai commencé par faire une carrière d'agronome, j'ai travaillé au ministère de la Planification. Mais je continuais à publier des textes dans les journaux. Et j'ai créé le personnage d'Albert Buron, que beaucoup de personnes connaissent. Et dans un deuxième temps, devant le succès de cette série qui était publiée dans les journaux, on m'a demandé, mais pourquoi tu ne rassembles pas tous ces textes et tu en fais un recueil?
Et j'ai publié Albert Buron au profil d'une élite, tome 1, qui a eu un succès monstrueux, que les gens ont aimé. Et à cette époque, il y avait Henri Deschamps qui a tellement aimé ce que je faisais, il m'a appelé, il m'a dit, Gary, j'aimerais republier ton texte et j'aimerais que tu fasses un second recueil, mais cette fois, tu me crées un personnage profil de l'homme du peuple. Et c'est ainsi que je crée le personnage de Samson Pipirite. Je publie Samson Pipirite au profil de l'homme du peuple, qui a alors également un grand succès, mais malgré ça, je n'ai jamais en tête encore de devenir un écrivain. Parce que là, je travaille, ma carrière d'agronome, tout et tout, mais ça marche. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un certain moment, le succès de mes textes, les demandes, on me demande de travailler pour la radio, j'écris des sketchs à Radio Métropole, ça marche très bien. À un certain moment, j'ai des problèmes au ministère de la Planification, je vais travailler au journal Le Nouvelliste, je deviens journaliste, mon temps maintenant c'est comme journaliste, comme chroniqueur, et au fur et à mesure, l'écriture va prendre le pas sur ma carrière d'agronome. Et ce qui va arriver, je continue à publier et finalement, je suis tout surpris de me retrouver dans la peau d'un écrivain. Ce que je n'avais jamais pensé à devenir un écrivain. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai été toujours passionné de lecture. Et autre chose aussi que j'aimerais dire, et j'ai une carrière totalement atypique, parce que j'écoutais d'Alembert qui parlait de son parcours. Alors que plein de jeunes qui s'intéressaient à la littérature à l'époque, ils lisaient Job, ils lisaient Césaire, ils lisaient les poètes. Moi, quand j'avais le même âge, je lisais des trucs totalement différents. Je lisais Bob Moran, je lisais OSS 117, je lisais les nouvelles d'auteurs américains, d'auteurs russes. Ce n'était pas du tout de la poésie, du tout. C'est ce qui fait que dès le départ, je n'ai jamais écrit de poème. Dès le départ, j'ai écrit de la fiction, des nouvelles avant tout, avant de devenir un roman. Donc, ce qui fait que je pourrais dire, j'ai un parcours totalement atypique. Et beaucoup ont dit que je suis un petit peu plus anglo-saxon dans ma manière d'écrire mes récits. Bon. Et beaucoup m'ont mis un petit peu dans la même catégorie de Dany Laferrière, parce qu'à un certain moment, beaucoup disaient que Gary Victor n'est pas un écrivain, Dany Laferrière n'est pas un écrivain, parce qu'on n'était pas du tout je pourrais dire, dans le schéma traditionnel de l'écrivain haïtien, comme on devait l'être. Et ce qui fait qu'on a fait notre parcours totalement, ni Dany ni moi, tu vois. En fait, quand j'écoute le parcours, est-ce qu'on peut dire que tu n'as pas choisi l'écriture, mais l'écriture t'a choisi? Oui, on pourrait le dire, parce que souvent je me dis, mais c'est curieux, j'ai jamais pensé à devenir écrivain. À un certain moment, je voulais même être footballeur, je voulais être musicien. L'une des plus grands regrets de ma vie, je voulais même écrire un roman dessus. C'est qu'à un certain moment, je prenais des leçons de violon et j'étais l'un des meilleurs de la classe. C'était Fritz Benjamin qui était notre professeur de violon. Et moi, j'aimais tellement la musique, à un certain moment, il fallait acheter un violon. Et quand j'ai demandé à mon père, il faut que tu m'achètes un violon pour que je puisse continuer mes cours. Il a dit, non, c'est trop cher, pas de violon pour toi. Ma mère ne pouvait pas m'acheter un violon. Et j'ai abandonné. Et c'est l'un des plus grands regrets de ma vie parce que je voulais absolument devenir un violoniste, un musicien.
Tu vois, donc en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un violon d'Inde auquel j'accordais très peu d'importance, l'écriture, finalement, l'écriture m'a rattrapé, tu vois, et voilà. Donc l'écriture est devenue ton seul et unique métier ou bien tu as d'autres travail que tu fais? Bon, l'écriture, je pourrais dire, est pratiquement devenu mon métier. Mais sauf que, encore à la différence d'autres écrivains, c'est que j'ai une approche totalement différente de l'écriture. Je ne me cantonne pas à l'écriture uniquement de romans, de nouvelles. J'ai travaillé énormément pour les médias. Par exemple, j'ai produit énormément de matériel audiovisuel et pour l'éducation civique. J'ai eu plusieurs feuilletons à la radio, Albert Buron, Tête en bas. J'ai eu Piouli à Télémax un moment. Piouli, c'était un feuilleton de télévision qui, pendant un an, a tenu Port-au-Prince en haleine. J'ai écrit des scénarios pour le cinéma. J'ai écrit de la publicité également. Donc, en termes d'écriture, je pourrais dire que je n'ai pas seulement écrit des romans. Tu vois, donc j'ai écrit énormément de choses. Et c'est pour ça que souvent, dans mes ateliers d'écriture, je dis souvent qu'un écrivain, il n'écrit pas seulement un roman, il écrit également des scénarios pour les films, pour des feuilletons, pour des séries. Et cela veut dire le talent, ce talent qui te permet de créer des personnages, de mettre les personnages dans des situations intéressantes. Ce talent peut te servir à énormément de choses. Et écrire un scénario pour un film te rapporte énormément plus d'argent que d'écrire un roman. Tu comprends? Dans la majorité des cas, on dit qu'un auteur, un écrivain est d'abord un lecteur. Est-ce que dans ton cas, tu as des livres qui t'ont influencé, qui t'ont poussé à écrire et même des livres que tu pourrais recommander à ceux qui voudraient également le lire? Énormément, et comme je l'ai dit au départ, c'est la lecture qui m'a fait devenir un écrivain. Je me rappelle quand j'étais dans le secondaire, je lisais un livre par jour. L'un des plus grands souvenirs que j'ai, et à l'époque, il y avait Wilfrid Bertrand, qui est actuellement directeur général des Archives nationales. Il était à l'époque directeur de la bibliothèque des Institut français d'Haïti. Je vais à la bibliothèque et je loue les 3 tomes du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je prends les 3 tomes, je pense un mercredi, un jeudi, et je reviens avec les 3 tomes une semaine après, mardi ou mercredi. Il me regarde et me dit non, ce n'est pas possible que tu aies lu les 3 tomes du Comte de Monte Cristo. Il dit oui, j'ai lu. Il dit non, tu ne les as pas lus. Il dit oui, j'ai lu. Alors il prend un cahier, il me dit assieds-toi, fais-moi le résumé des 3 tomes. Il veut absolument s'assurer que j'ai lu le Comte de Monte Cristo. Alors je m'assieds et j'étais toujours le plus fort en classe en rédaction. Et puis je remplis 3 pages. Il dit, mon Dieu, tu as lu vraiment les 3 tomes? Donc, je lisais énormément, tu vois, et j'ai dévoré tous les romanciers populaires français, et Alexandre Dumas, Michel Zevaco, Paul Féval, j'ai lu Victor Hugo, j'ai lu les romanciers russes comme Bulgakov, un roman par exemple comme le Maître et Marguerite, tu vois. Non, j'ai lu énormément Shakespeare Hyde, tous les grands romanciers anglo-saxons, américains. J'ai dévoré, je lisais pratiquement un livre par jour. Et j'ai eu une mère qui était une grande lectrice. Elle, c'est vrai, elle était un peu plus dans les romans de cœur, mais je dévorais même tout ce qu'elle lisait. Les délits, Max Duvezy, tout et tout. Donc en fait, j'étais un lecteur boulimique. Ce qui fait que je n'ai jamais eu, comme beaucoup d'intellectuels de ma génération, que je n'ai jamais eu de préjugés de lecture.
Je lisais absolument tout, les bandes dessinées. D'ailleurs, j'adore la bande dessinée jusqu'à présent. Je lisais énormément. Et je crois que cette boulimie que j'avais pour la lecture, jusqu'à présent, c'est vrai que quand on devient écrivain, on est tellement dans son travail qu'on lit un peu moins, mais j'ai toujours aimé la lecture, tu vois. J'ai dévoré tout, par exemple, un romancier, par exemple, comme Gabriel Garcia Marquez et tous ces grands romanciers latino-américains, j'ai tout lu, tu vois. Donc, l'amour de la lecture, je pense qu'on ne peut pas être un écrivain sans cet amour de la lecture. On lit énormément pour devenir écrivain, et quand on est écrivain, on continue à lire énormément. Et parmi tous ces livres, est-ce que si on te demande d'énumérer 2 ou 3 livres qui t'ont vraiment marqué sur l'apprentissage? Moi, j'aime citer un livre comme Dune. C'est un romancier, Frank Herbert, un romancier de science-fiction américain qui est Frank Herbert. J'ai aimé Mikhail Bulgakov avec le Maître et Marguerite, qui est mon livre de chevet. Et 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Bon, il y a aussi Émile Zola, que j'ai énormément aimé. Et puis il y a aussi les romanciers haïtiens comme Justin Lérisson, comme Frédéric Porcelin, Jacques-Stéphane Alexis. Bon. Et il y a les nouvellistes anglo-saxons comme Lovecraft, comme Edgar Poe, un grand romancier américain de polar comme Chester Himes. Bon, je pourrais citer plein de romans plein de romanciers qui m'ont marqué dans mon âme, dans ma chair. Bon. En fait, le travail d'écriture n'est jamais quelque chose de facile. Est-ce que Gary Victor a un rituel d'écriture? Est-ce qu'il y a une ambiance, que tu cherches un lieu? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rituel d'écriture? Un rituel d'écriture. Bon, premièrement, je n'écris pas tout le temps. Il faut que je sois mordu par une idée. Il faut que je tombe amoureux d'une idée, tu vois, et cette idée me possède. Et à ce moment, il me faut bien sûr du calme, de la solitude. J'aime me réfugier au bord de la mer. La mer me permet d'écrire. On retrouve beaucoup la mer dans certains de mes écrits. J'aime me réfugier au bord de la mer, tout seul. Et, bon, je pense que mon rituel, c'est avant tout la solitude. Il faut que je sois tout seul, tranquille, pour écrire. À ce moment, pendant 3-4 mois, je suis totalement dans mon texte. Je suis totalement en amour avec mon idée, ma situation, avec mes personnages, jusqu'à ce que j'arrive à avoir la première mouture de mon texte. Bon, c'est ça. Donc, si je dis que Gary Victor est un auteur haïtien très prolifique, je pense que personne ne va me contredire. D'ailleurs, l'année dernière, pratiquement à la même période, ça fait 1 an de cela, au Fait littéraire, après une causerie autour de. C'était le dernier livre à l'époque. Dossier interdit. Dossier interdit, oui. tome 5. Oui. Donc, déjà, 1 an plus tard, il y a un autre ouvrage disponible. Il faut dire que tous les auteurs haïtiens n'arrivent pas à maintenir ce rythme. Est-ce que tu as quelque chose de particulier qui t'inspire autant, qui te rend aussi prolifique? Qu'est-ce qui t'inspire comparativement aux autres qui n'arrivent pas à maintenir ce même rythme? Bon, je crois qu'il y a certains auteurs haïtiens qui ont un rythme aussi important. Quand je prends un auteur comme Philippe D'Alembert qui écrit énormément, qui produit au moins un texte chaque 2 ans. Parce qu'en fait, moi, je produis en fait un texte chaque 2 ans, mais souvent avec des rééditions. J'ai plein de textes qui sont réédités constamment. Par exemple, comme Alembert parallèle, Le diable de l'hôtel à Citronnelle.
je vais rééditer par exemple Banalo et je vais rééditer Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin au mois de novembre. Donc je réédite certains de mes titres entre-temps. Mais en fait, je ne veux pas dire, en fait, comme je l'ai dit, pour que je puisse écrire, il faut que je sois mordu par une idée. Il faut que je tombe amoureux d'une idée, d'une situation, de certains personnages. Il faut que quelque chose me capte, me frappe, tu vois. Et je me dis, il faut que ça sorte de moi. Donc, voilà, je ne vais pas te expliquer. Et un homme dangereux, comme je l'ai dit tantôt, c'est un recueil de 4 nouvelles. Mais on peut constater en lisant que les textes sont du domaine du genre fantastique. Est-ce que tu as une préférence pour le genre fantastique parce que tu produis beaucoup de livres toujours dans ce même genre? Est-ce que tu as une préférence, si oui, pourquoi? Bon, cette préférence pour le genre, pour le fantastique, pour l'anticipation, c'est peut-être dû au fait que je pense qu'un écrivain est toujours quelque part prisonnier de ses lectures d'enfance, de ses lectures d'adolescence, je pourrais dire de ses premières lectures. Donc, comme mes premières lectures ont été des écrivains anglo-saxons comme Lovecraft, comme Edgar Poe, comme Frank Herbert, plein d'auteurs, surtout anglo-saxons, qui sont dans le domaine de l'anticipation, du fantastique. Je pense que c'est un genre qui te libère, qui casse tas de préjugés et qui te permet d'avoir un regard très libre sur ta réalité. Donc c'est vrai que j'ai publié énormément de textes dans ce domaine et quand on vit en Haïti, tu es déjà dans un lieu où, avec cette absence de frontière entre la réalité et la fiction, entre la réalité et le rêve, tu es dans un espace qui te permet justement d'écrire des textes dans ce genre littéraire. Mais si pour revenir à Un homme dangereux, et sur les 4 textes, il y a peut-être 2 textes, 2 récits, Le rêve fait cher et La remise du temps, qu'on peut peut-être... Le rêve fait cher, la première nouvelle dans ce recueil, est du domaine du fantastique, c'est vrai. La dernière nouvelle, La remise du temps, est quelque part du domaine de l'anticipation parce que c'est un thème assez récurrent dans la littérature d'anticipation qui est le voyage dans le temps. Et dans les 2 autres textes, ce sont des textes totalement réalistes qui n'ont rien à voir, je crois, avec le genre fantastique. Maintenant, j'ai lu au nombre de tes ouvrages. Je n'ai jamais, peut-être que c'est moi qui n'ai jamais lu aucun recueil de poèmes. Est-ce que Gary Victor n'aime pas la poésie? Est-ce que c'est un genre que tu n'apprécies pas particulièrement? Oh non, je pense que comment quelqu'un pourrait ne pas aimer la poésie? J'aime énormément la poésie et quand tu écris un roman, quand tu écris un texte, tu es de toute manière dans la poésie. Et il y a énormément de mes textes qui ont des passages très poétiques. Je prends par exemple Banaloubli, le sang et la mer. Plein de mes textes, je pourrais dire qu'il y a un souffle poétique. On ne peut pas échapper à la poésie. Je n'ai pas écrit de textes poétiques, mais dans la plupart de mes textes, je pense que dès qu'on est dans la création littéraire, forcément, la poésie a son mot à dire. Mais j'ai l'impression que tu as commencé avec la nouvelle. Est-ce que tu as une préférence pour la nouvelle? Non, j'ai une préférence pour la nouvelle. Je le dis souvent. Je suis avant tout un auteur de nouvelles. Et écrire un roman, c'est quelque chose je pourrais dire, c'est comme un marathon.
Tandis qu'une nouvelle, elle est plus courte, mais quand même, je crois qu'il y a autant de difficultés à écrire une nouvelle, à écrire une bonne nouvelle qu'à écrire un bon roman. Mais je me considère avant tout comme un auteur de nouvelles. Maintenant, on va poser mes questions beaucoup plus par rapport à l'ouvrage qui va être disponible le 5 juillet, comme je l'ai dit tantôt. Il y a quatre textes. On a Le rêve fait chair, Un homme dangereux, L'ange déchu d'Amanda et La remise du temps. Maintenant, Le rêve fait chair, c'est un texte qui reflète un peu les croyances en général de la population haïtienne. On a une conception que le rêve a une part de réalité. Donc, est-ce qu'en écrivant ce texte, selon toi, je vais dire que le rêve, c'est un moyen d'accéder au surnaturel? Parce que ce qui se produit dans ce texte, je ne vais pas dévoiler totalement en histoire, mais ce qui se produit dans le texte, on a l'impression que ça, justement, ça montre que ce qui se passe dans le rêve, comme beaucoup d'Haïtiens le croient justement, il y a beaucoup il y a une grande part de réalité, mais aussi il y a une relation avec le surnaturel, parfois même le vaudou. Donc, est-ce que pour toi, c'est un moyen d'accéder au surnaturel? En fait, dans cette première nouvelle, c'est un questionnement entre le rêve et la réalité. Et est-ce que le rêve peut prendre le pied sur la réalité? Est-ce qu'il y a une frontière bien tranchée entre le rêve et la réalité? Et je crois que depuis le bon et monde, il y a toujours ce questionnement. Et dans toutes les histoires religieuses, il y a un certain moment, une révélation est faite dans un songe, dans un rêve. Donc, et ce qui se passe dans le rêve a une influence extrêmement importante dans la réalité. Donc, c'est un questionnement. Dans quelle mesure le rêve a une influence sur la réalité? Dans quelle mesure, en fait, la réalité, où se trouve-t-elle? Est-ce que la réalité serait un rêve? Est-ce que le rêve serait la réalité? En fait, c'est un questionnement qui se retrouve beaucoup dans la littérature fantastique, de la littérature d'anticipation. Et j'ai travaillé un petit peu avec ce thème, tu vois, de ne pas trop dévoiler ce qui se passe dans cette nouvelle qui est la nouvelle qui a capté le plus jusqu'à présent les premiers lecteurs de ce recueil. Bon, je n'ai pas du tout dévoilé ce qui se passe dans ce texte, mais c'est effectivement un texte où il est question des rapports entre la réalité et le rêve. Le personnage de Jean-Baptiste, c'est un personnage timide, c'est un personnage très réservé. En fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne peut même pas casser un homme. Mais en même temps, si je peux dire, c'est un homme dangereux. Comment est-ce que tu as travaillé ce personnage? En fait, sans trop dévoiler le contenu des 4 nouvelles, et ce qui m'a inspiré ce recueil de nouvelles, c'est cette notion d'homme dangereux. C'est lié aussi à un épisode particulier de ma vie. Quand les sentiments que tu voues, par exemple, à une femme ou une femme à un homme, un sentiment sincère, profond, peut être perçu comme dangereux. Tu vois? Mais, à un certain moment, des sentiments sincères font que tu es perçu comme un homme dangereux. Et je me suis dit, c'est très intéressant que j'écrive des nouvelles où la sincérité, l'honnêteté deviennent dangereux. Donc, un gangster est dangereux, un kidnappeur est dangereux, un bandit est dangereux, mais brusquement,
quelqu'un qui est honnête, qui est sincère, se retrouve dans la peau de personnages dangereux, tu vois, pour quelqu'un d'autre. C'est ironique. Hein? C'est ironique quand j'ai le contexte. Justement. Donc j'ai voulu justement écrire une série de textes où quelqu'un qui est dangereux est totalement différent de ce qu'on pense d'un homme dangereux, tu vois. Et c'est ainsi que j'ai écrit ces nouvelles. Dans ton texte également, je pense qu'il y a beaucoup de satire. Et je voulais te demander qu'est-ce qui te pousse justement, parce que de manière générale, en fait, tes textes font beaucoup usage de la satire. Qu'est-ce qui te pousse à utiliser de la satire? Mais parce que l'humour, la satire te permet de traiter de situations totalement, je pourrais dire, absurdes, des situations épouvantables même. Ça te permet de traiter ces situations et ça te permet aussi d'amener le lecteur à considérer et à examiner certaines situations qu'il aurait peut-être ne pas voulu regarder, ne pas voulu examiner. Molière l'a fait, et tu sais, un certain temps. Donc l'humour, justement, l'humour c'est une porte ouverte, tu vois. L'humour te permet de traiter énormément de sujets qui seraient certainement difficiles de le faire d'une autre manière. Et moi, j'ai toujours aimé de travailler certaines situations, tu vois, le rire ouvre énormément de portes, tu vois, le rire casse les préjugés, le rire, il y a énormément de gens qui ont des cuirasses, qui ont peur de parler de certaines choses, mais avec le rire, bon, pour moi, le rire, c'est vraiment l'humour. Te permet énormément de choses. Et moi, j'aime quelqu'un qui aime l'humour, j'aime rire et j'aime beaucoup les situations justement qui permettent le rire et qui permettent surtout d'avoir un autre regard sur notre réalité. Oui, parce que justement, le personnage de Jean-Baptiste, quand il devait fuir par la fenêtre, c'est comme si tu as fait un roman sur la manière dont on vit actuellement, l'insécurité qui fait actuellement, et l'administration pénitentiaire n'a même plus besoin de construire des prisons, parce que de nos jours, de la manière que nous vivons, nous sommes pratiquement barricadés, emprisonnés chez nous. Oui, c'est une remarque que je fais toujours, quand je remarque comment nos maisons sont construites dans le temps. Il y avait toujours cette histoire, celui qui s'échappe par une fenêtre, tu sais, à l'arrière d'une maison. Mais actuellement, il n'y a plus moyen de se sauver par une fenêtre à l'arrière parce qu'il y a des fers forgés partout. Et j'ai trouvé que nos maisons deviennent des prisons. C'est vrai que de la manière dont sont construites nos maisons, nos soucis de la sécurité font en sorte que peut-être un voleur, un bandit ne peut pas entrer facilement dans les demeures, mais ce qui arrive, c'est que nous, on ne peut plus sortir également. Et on a vu ce qui est arrivé, par exemple, pendant le tremblement de terre du 12 janvier. Énormément de personnes ont été emprisonnées dans leur maison parce que justement, il n'y avait pas moyen d'en sortir à cause de tous ces fers forgés. Mais en lisant le livre aussi, je me suis dit, mais d'où vient cette imagination? Surtout, il y a cette partie où il y a allusion au mari de Jézabel. Et puis, tu dis qu'il y a une allergie au liquide séminal qui permet que les ovules rejettent les spermatozoïdes. Est-ce que ça existe vraiment? Écoute, il y a certaines situations que tu crées dans un roman, tu es obligé de le rendre réel. Et tu parles de la dernière nouvelle de ce texte, et j'ai dû questionner 2 ou 3 gynécologues pour savoir exactement, tu vois, pour rendre réelle la situation.
Et en fait, c'est un cas absolument réel, un cas très rare. Encore une fois, je ne vais pas dévoiler le contenu du roman. En fait, ce que je pourrais dire que, en fait, toute inspiration vient de tes expériences personnelles, de ta vie, de ce que tu as vécu, de tes questionnements, de ce qui t'a fait extrêmement mal, de ce qui t'a choqué. Et beaucoup de ces nouvelles, au moins 3 de ces nouvelles, je les ai écrites à partir plus ou moins d'expériences personnelles, de relations que j'ai vécues, tout et tout. En fait, je le dis souvent, quand on parle d'imagination, est-ce que l'imagination existe vraiment? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qu'on n'a pas vécu? Est-ce qu'on peut imaginer un sentiment qu'on n'a pas ressenti? En fait, l'imagination pour moi, c'est la capacité qu'a un écrivain de parler de sa vie, de parler de ses rêves, de parler de ce qu'il a vécu, de parler de son regard sur l'autre, de son regard sur sa communauté, tu vois. Et donc en fait, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, c'est quelqu'un tout simplement qui a une capacité de rêver, de s'exprimer, mais toujours à partir de ce qu'il a vécu. Parce que ce qui arrive, pour beaucoup de nous, nous pensons toujours que notre quotidien est banal, ce qu'on vit est banal, tout et tout. Mais sauf que, pour un bon écrivain, rien n'est banal, tu vois. Rien n'est banal. Une simple petite expérience, un simple regard, un simple ressenti, et à partir de cela, il écrit un texte, il part comme une fusée, tu vois, et à ce moment, il est capable d'écrire un grand poème, un grand roman. Donc l'imagination est avant tout cette capacité à dire ce qu'on ressent, à dire ses rêves, à dire ses douleurs, à dire ses souffrances, à dire ses amours, à dire ses frustrations, ses espoirs, ses désespoirs. C'est là que réside, je pourrais dire, la source de l'inspiration, la source de l'imagination. Justement, cette imagination n'est pas donnée à tout le monde. D'avoir une telle imagination fertile à partir des faits courants du quotidien. Oui, justement, ce que je dis, cette imagination fertile, c'est ça, c'est ton rapport avec les faits du quotidien. Il y a des gens qui vivent un quotidien et ils ne ressentent absolument rien par rapport à ce quotidien. Je donne un exemple très simple. En plusieurs fois, j'ai traversé pour éviter Martissa, j'ai passé par un sentier qui aboutit à Fontamara. Mais il y a plein de gens qui font ce sentier. Eh bien, ils le font, mais ils ne ressentent absolument rien. Tu vois? Mais moi, quand je le fais, je ressens quelque chose. Quand je vois ces milliers de gens à pied sur ce sentier, mais ça, tu vois, ça me choque. J'ai l'impression de voir comme une armée de fantômes, une armée de zombies, une armée de laissés pour compte. Tu sais, il y a mille images qui me viennent en tête quand je vois ces gens, tu vois. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne ressentent rien, qui sont dans une banalité, la vie est une banalité, on ne s'est digne de rien, tout devient, on est dans une normalité totalement anormale, tandis que moi, je ressens des choses. Et je ressens tellement de choses, à un certain moment, j'ai envie de me dire, j'ai envie de m'exprimer, tu vois. Alors, il y a mon ami Marc Xavier qui est là, une fois qu'il m'a raconté une histoire de sa propre vie. Et dès qu'il m'a raconté ça, ça m'a torturé pendant des mois. Il a peut-être raconté ça à d'autres personnes, mais ça n'a pas dit rien. Mais sauf que moi, il m'a raconté son histoire, ça m'a tellement resté dans la tête. Et puis on dit, non, il faut que j'écrive quelque chose. Et j'ai écrit un conte à partir de ce qu'il m'a écrit. Certains diront, mon Dieu, quelle imagination, mais pas du tout. C'est le fait simplement que ce qu'il m'a raconté, tu vois, ça m'a torturé
ça m'a interloqué, et puis il est dans la tête, moi. Et à un certain moment, j'ai voulu l'écrire. Tu vois? Toujours dans le texte, là où il y a ce passage qui m'a vraiment marqué, où il est écrit que la paternité se vit autrement chez l'homme. Et qu'il y a dans les films que l'homme est heureux quand on lui annonce pour la première fois qu'il va être papa. Mais est-ce que ça veut dire que le sens de la paternité, il y a tout un apprentissage qui est différent de ce qu'on appelle l'instinct maternel chez la femme? Ah, mais écoute, c'est totalement différent. Et la maternité et la paternité sont deux choses totalement différentes. Hein. La maternité, la femme le vit depuis le départ, c'est son corps, c'est son âme, c'est tout, c'est elle, c'est totalement différent. Là n'a rien à voir avec la paternité. La paternité, c'est un autre, c'est quelque chose d'autre, tu vois. C'est aussi important, mais c'est autre chose, tu vois. Donc, bien sûr, il y a une certaine manière, un petit peu, je pourrais dire, de concevoir les choses. Mais en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, tu vois. La maternité, quels que soient les problèmes qu'il y a, la femme l'accepte, elle l'intègre tout et tout, tandis que l'homme, la paternité, c'est totalement autre chose, tu vois. Il y a également un autre passage qui m'a marqué où il est écrit qu'il n'y a que les hommes qui peuvent se mettre avec une femme sans se demander ce que la femme va lui apporter du point de vue social. Économique aussi. Oui. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est juste pour la fiction ou bien c'est un vrai constat que les femmes sont plus matérialistes par rapport aux hommes dans ce sens? Bon, écoutez-moi, il y a toujours une différence entre la réalité et ce que certaines idéologies, bon, je vais le dire, hein, bon, écoutez, il y a toujours ce vieux dicton qui dit qu'un roi peut aller avec une femme de rien du tout. Un roi peut donner son royaume pour une femme, tu vois, mais on ne verra pas une femme faire la même chose. Donc c'est encore deux choses, c'est deux conceptions totalement différentes. Hein. Un homme, en amont, souvent il ne réfléchit pas, c'est l'attrait sexuel, c'est tout, il plonge, tandis qu'une femme, elle est plus cérébrale, tu sais, elle réfléchit beaucoup plus avant de s'engager dans une relation. C'est-à-dire qu'un homme, souvent, c'est pour ça souvent que les femmes considèrent les hommes comme de grands bébés. Pour le texte, le réfléchir, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi le rêve comme sujet principal? Oui, je l'ai dit parce que c'est un questionnement, pour moi c'est un questionnement entre le rêve et la réalité, où se trouve la vraie réalité. Donc, et puis en même temps aussi, c'est une situation, moi j'aime travailler à partir de situations qui me plaisent. Une situation premièrement qui a, je pourrais dire, une dose d'humour suffisante. Et je crois que cette nouvelle a cette dose d'humour avec ce personnage qui se retrouve coincé dans une situation qu'il n'avait pas voulu et qui le rend extrêmement dangereux pour les femmes, tu vois. Et je ne vais pas tout dévoiler. Et le traitement de cette situation, pour moi, n'a pas été une chose facile. Maintenant, je suppose que dans ce sens, il y a plusieurs questions pour Victor. Donc, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et puis on va vous passer la parole. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est plus sur le texte je suis comme ça que c'est comme une campagne. J'ai lu quasiment tout le livre. J'ai aussi remarqué que vous avez deux personnages clés comme ça et Adèle. Ce sont des personnages types. Est-ce qu'on peut espérer la même chose que ce personnage que vous décrivez dans le texte?
Non, parce que ce sont des nouvelles. Ce sont 4 nouvelles totalement différentes. Et je ne crois pas qu'on retrouve les mêmes personnages dans chacune de ces nouvelles. Donc, ce n'est pas la même chose. Wow, donc c'est l'homme, la quotidienne des femmes. Ce personnage-là, est-ce que vous avez l'intention de continuer à non. Ce sont 4 nouvelles totalement indépendantes. Tu vois, des situations totalement indépendantes. Peut-être qu'on retrouve l'auteur. On peut trouver des correspondances, par exemple, dans mon texte comme Maudite éducation, l'escalier de mes désillusions. On peut trouver des correspondances, par exemple, et avec 2 ou 3 de mes nouvelles, voilà, avec certains de mes romans que j'ai déjà écrits. Seulement ça. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre écoute littéraire. Je suis une personne jeune. J'ai une petite question. Vous avez cité énormément d'écrivains étrangers qui ont percé votre enfance. Et vous n'avez pas cité, par exemple, l'auteur haïtien qui a influencé l'un de vos ouvrages. Vous avez parlé des auteurs étrangers aussi comme des gens qui ont forgé en vous l'écrivain que vous êtes. Mais est-ce que tout au long de votre parcours d'écrivain, il n'y a pas eu dans l'un de vos ouvrages un auteur haïtien qui a quand même influencé une petite page ou une idée quelconque? Et c'est la même chose dans La Ligue de l'amour humain. Nombreux sont les auteurs, les professeurs de l'université qui s'empressent à quand même léguer une page à Jacques-Stéphane Alexandre. Est-ce que dans Un homme dangereux, vous n'avez pas quand même eu quelques paragraphes où vous avez soit parlé de l'auteur ou votre appréciation, ou du moins est-ce qu'il y aura tout au long de cette année, à l'État de la Montagne, un ouvrage ou un texte de Gary Victor dédié à Jacques-Stéphane Alexandre pour l'État de la Montagne? Merci. Bon, j'ai parlé de Justin Lérisson, j'ai parlé de Frédéric Marcin, j'ai parlé justement de Jacques-Stéphane Alexis qui ont été des auteurs qui m'ont marqué. J'aurais pu citer d'autres auteurs haïtiens encore, donc bien sûr dans ce collectif. Donc, bon, dans ce recueil de nouvelles, c'est un truc totalement personnel, tu vois, donc est-ce qu'on peut trouver quelques influences d'autres auteurs? Je ne sais pas. C'est aux critiques à voir s'il y aurait des influences. Tu as parlé de l'assistance, j'ai posé une question. Est-ce que tu as des conseils que tu voudrais donner à un apprenti écrivain dans l'assistance? Bon, c'est toujours la même réponse que donnera n'importe quel écrivain. Philippe d'Alembert avait donné encore cette même réponse. Pour quelqu'un qui veut devenir un écrivain, c'est de lire énormément. De lire énormément. Il y a aussi quelque chose que j'aime dire, mais souvent je ne comprends pas trop quand je le dis à certains jeunes. Et je pense que c'est totalement différent quand on dit « je voudrais devenir un médecin, je voudrais devenir un astronaute, je voudrais devenir un pilote d'avion ». Mais dire que je veux devenir un écrivain, c'est totalement différent parce que quand tu dis que je veux devenir un médecin, tu dois terminer tes études, tu dois entrer à la fac de médecine, la même chose pour devenir un ingénieur. Tandis que devenir un écrivain, c'est totalement différent. Pour devenir un écrivain, il faut tout d'abord être dans un exercice assez singulier qui est le plaisir d'écrire. Et c'est un plaisir totalement personnel. C'est sa capacité à jouir de ce qu'il fait, le plaisir que lui procure l'écriture, le plaisir que lui procure ses personnages, le plaisir que lui procure, je pourrais dire, les situations qu'il crée.
Et si on ne peut pas être dedans, on ne peut pas devenir un grand écrivain. Et c'est là justement le modèle. Il y a plein de jeunes qui disent j'aimerais devenir un écrivain, j'aimerais publier. Et quand on leur demande vous avez écrit quoi? Je n'ai rien encore écrit. Oui, mais est-ce que. C'est ça le problème. L'écriture, c'est avant tout ça, c'est ce plaisir d'écrire. Il faut qu'on soit dans ce plaisir d'écrire. Tout autant qu'on n'est pas dans ce plaisir d'écrire, et nécessairement, on n'ira pas trop loin. Moi, tous les écrivains que je connais, tous, ils sont dans ce plaisir, dans cet acte masturbatoire, ce plaisir personnel, tu vois. Quand on est dedans, on oublie tout, on est heureux, rien n'existe plus que ça. Ces personnages que je crée, mes situations, on est dedans, tu vois. Et c'est ce conseil que je donne à tous ceux qui veulent écrire. Je ne dis pas ceux qui veulent devenir écrivain, on ne comprend pas trop, on veut devenir écrivain, non. Il faut qu'on soit dans cet exercice d'écriture, ce plaisir d'écrire, de se sentir bien, tu sais, de créer, la création. On crée des personnages, on crée des situations, on dit des choses qui sont en soi, tu vois. On aimerait partager les sentiments qu'on a vécus, on aimerait partager les colères, tu vois. C'est ça qui est vraiment le vrai travail d'écriture. Le livre est disponible. Vous pouvez vous procurer dans l'exemplaire dès aujourd'hui. À ce moment-là, l'émission est à 1250 gouttes, mais pour la vente signature à piment rouge, ce sera à 1000 gouttes. Donc, votre tient à remercier Gary Victor, a un plaisir pour discuter avec nous autour de son ouvrage, Un homme dangereux. Votre tient également à remercier ces trois éditions qui nous a gentiment accueillis pour cette autrice. Et nous remercions tous ceux qui ont fait les déplacements aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie et à la prochaine. Merci.